m'appelle Pierre Racine. Je suis avec Natacha Fontaine et André Gagné. On est des professionnels de recherche du CEF. Et ce soir, c'est le party de Noël du CEF en diffusé sur CEF TV. C'est très de savoir diffusé Pierre Racine. Alors, bonsoir tout le monde, bienvenue au party de Noël du CEF. Alors, bienvenue à cette deuxième édition du party de Noël du CEF. Hein? Est-ce qu'il y en a qui étaient là avec nous l'année passée? Est-ce qu'il y en a qui ont regardé un peu le party de l'année passée sur CEF TV? Oui. CEF TV. Oui, sur CEF TV. Alors, ceux qui étaient là ou qui ont regardé sur CEF TV, est-ce que vous vous rappelez du thème politique du party de l'année passée? C'était quoi? Natacha, c'était quoi? C'était quoi le gros thème politique à la mode à l'automne dernier? La rigueur. Ouais. L'austérité. OK, alors c'est quoi le thème politique de cette année? C'est quoi le gros thème politique de cet automne? C'est Le harcèlement. le harcèlement, mesdames et messieurs. Alors c'est rendu de plus en plus touché de prendre un micro, de se pointer en avant. Ça prend beaucoup de courage parce que vous ne savez jamais quand est-ce que ça peut déraper et qu'on peut dire des mots sexuellement inappropriés. Alors il faut faire attention à ce qu'on dit. On est commanditaire ArcelorMittal. ArcelorMittal. Alors il y a Louis ici qu'on demande si on est commandité par ArcelorMittal. Je ne les connais pas, Louis. Alors écoutez, c'est la partie de Noël du CEF et par la même occasion, c'est notre concours 180 $ pour ma thèse en 180 secondes. OK, ce soir, on a réussi, après beaucoup de harcèlement, justement, à trouver 3 étudiants. Et in extremis, il y en a même un participant qui nous a lâché vendredi, ou même samedi, et on a réussi in extremis à en trouver une. Voilà. Et donc, vous aurez compris par mon accoutrement, premièrement, qu'on fait ça dans une atmosphère relaxe, décontractée, complètement même à la limite déjantée. Vous avez entendu le thème musical d'introduction. Donc, pour ceux qui écoutent un peu Radio-Canada, je sais, André, que toi, tu n'écoutes pas Radio-Canada, mais ceux qui écoutent La soirée est encore jeune, on va essayer de faire ça dans le même sens. Donc, si vous voulez faire des blagues, si vous voulez vous laisser aller, il n'y a pas de problème. Même ceux qui font leurs 180 secondes, à moins que eux, peut-être, vont vouloir être plus sérieux que les autres quand ils vont faire leurs 180 secondes. Mais le but, l'objectif, c'est un objectif didactique. On veut que nos étudiants au CEF se pratiquent pour aller éventuellement participer à des concours plus importants. On va voir tout à l'heure les autres concours. Voilà, et donc ici, il y a de la bière, on invite tout le monde à prendre sa bière, surtout nos 3 participants. Il y a de la bouffe aussi. Natacha, tout à l'heure, on va commander de la pizza. Je pense on va ramasser des 5 $ et à partir du moment où vous donnez 5 $, ben, vous avez droit à de la pizza à volonté. Et il y a du baby-foot aussi, donc après la soirée, après le concours, on va pouvoir aller jouer au baby-foot. Il y a une table de billard, donc on vous invite à rester après pour discuter, parler. On a même des thèmes de discussion pour vous, si jamais vous vous ennuyez. Si jamais la personne qui est en face de vous n'est pas assez intéressante. Oh, propos déplacé, excusez-moi. OK, on va y aller avec peut-être des petites annonces. Écoutez, il se passe plein de choses au CEF et on veut vous tenir au courant. Donc, qu'est-ce qui s'en vient en 2018? Donc, on a, très important pour tous les étudiants, notre réunion annuelle des étudiants au mois de janvier. Fin janvier, la date n'a pas été précisée encore, mais fin janvier, début février, on devrait avoir notre réunion. C'est une réunion qui est obligatoire si vous voulez avoir les bourses du CEF, les fameuses bourses du CEF. Ensuite, on a le colloque du CEF qui s'en vient aussi du 30 avril au 2 mai. Et exceptionnellement cette année, on espère que ça va devenir une habitude, mais exceptionnellement cette année, ça va durer 3 jours. La 3e journée va être dédiée à des ateliers de formation. Et on a déjà 12 ateliers programmés pour vous. Donc ça va se faire au Abitibi-Price. Le colloque comme tel va se faire au pavillon Desjardins. Et le 3e jour, on va déplacer tout le monde au pavillon Abitibi-Price. On a réservé pratiquement toutes les salles de Abitibi-Price pour la journée de formation. Il y a André Desrochers ici même qui va donner une formation. Il y a plein d'étudiants, il y a plein de professeurs qui se sont proposés. On a fait un appel de proposition d'ateliers de formation. Et donc, on vous invite à participer au colloque du CEF et même aussi à la 3e journée
d'atelier. Et ensuite, ben, la programmation n'a pas été faite encore. Je pense que Alison et Natacha travaillent fort là-dessus pour développer une programmation de conférences intéressantes pour ce printemps, comme on en a eu une cet automne. Voilà pour les annonces. Je me suis préparé des petites feuilles. Je ne suis pas un animateur très expérimenté, alors ayez un petit peu d'indulgence. Alors, comment est-ce que notre concours, on va parler un peu de notre concours, 180$ pour 180 secondes. En quoi on se démarque des autres concours? Ben, premièrement, notre jury ne va pas se retirer à huis clos pour délibérer un peu comme ils font lorsque des soutenances, etc., ou dans les autres concours 180 secondes. Notre jury va passer les commentaires sur, va donner son appréciation de vos 180 secondes afin, encore une fois, de vous permettre de vous améliorer, de vous dire les bons côtés, les plus mauvais côtés, etc. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous améliorer? Donc, on va demander au juge d'être conciliant, d'être positif, hein, des commentaires positifs, constructifs. Deuxième chose, ben, c'est filmé, alors vous allez pouvoir vous regarder à nouveau, vous allez pouvoir vous revoir et vous auto-évaluer sur Steph TV par la suite. Hein. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est pas en direct, on n'est pas en direct, on est en différé. Si jamais vous voulez qu'on coupe des choses, vous envoyez un email. Oui, non, ça va être important pour vous de vous placer ici, hein, à droite, pour qu'on voit bien votre diapositive. Okay? Moi, je pourrais me placer un peu plus ici, mais là, je donne du fil à retour à André, notre super caméraman, qui vient de me faire un droit d'honneur. Donc voilà, le concours du CEF est filmé. Et on a même ajouté un petit quelque chose de spécial cette année, c'est qu'on va même permettre, parce qu'on a juste 3 concurrents, donc il faut étirer la sauce un petit peu. Alors on va permettre à notre auditoire de poser des questions, s'il y en a. Moi j'en ai toujours des questions, alors c'est certain que vous allez avoir des questions. Je suis certain qu'André Desrochers va vous trouver des questions aussi tordues, on verra. On va ensemble juste faire un petit tour des règlements du concours. Donc, les règlements sont pas très compliqués. On dit que seuls les étudiants à la maîtrise et au doctorat et les stagiaires postdoctoraux peuvent participer. Okay, donc, je pense qu'il n'y a pas de problème ici. Il y a un de nos concurrents qui vient de finir son doctorat, mais normalement, il rentre dans les critères d'acceptation pour le concours, il n'y a pas de problème. Le deuxième règlement, c'est qu'on doit avoir une seule diapositive, sans animation, et c'est la même diapositive qui va être présentée du début à la fin du concours. Okay? Et ça doit être en français. Voilà. Et donc, ça dure 180 secondes. Natacha ici va chronométrer et va vous montrer le chronomètre comme ça. On a oublié d'amener un iPad ou une tablette, mais on a juste un téléphone, mais c'est assez gros. Il n'y a pas de problème. Et donc, le grand gagnant de cette soirée, de ce concours, va se mériter 180 $. Donc, pensez-y bien, c'est $1 par seconde. C'est quand même fantastique. C'est un peu comme la bourse qui monte, $1 par seconde. C'est ça que vous voyez, les dollars monter à pratiquement à tous les mots que vous disiez, si vous gagnez, bien sûr. Et 180 secondes pour 180 secondes, c'est l'équivalent de 3600 $ de l'heure. Imaginez. Qu'est-ce qu'on peut faire avec 180 $? Hein? Qu'est-ce que vous feriez, vous, avec 180 $? Ben, on peut acheter plein de choses. Oui, on pourrait acheter une caisse de bouteilles de vin. Hein? T'en as déjà trop? On peut s'acheter un téléphone intelligent avec 180 $. On peut participer 3 fois au collecte du CEF, parce que vous savez que maintenant, à cause de l'austérité de l'année passée, le collecte du CEF, maintenant, il faut déposer un peu des sous, donc à peu près 50 $. Donc, vous pouvez participer au moins 3 fois au collecte du CEF avec 180 $. On peut acheter 28,8 sandwichs fastoche à la petite carte. Donc, vous pouvez manger pendant 28 jours gratuitement. Est-ce qu'il y a des Français parmi nous? Est-ce qu'on a des gens un peu partout? On a un concurrent qui nous vient d'Afrique. On a des Français, j'en vois. Les Français, pour 180 $, imaginez, on peut s'acheter un vrai manteau d'hiver. Ça vaut pour les Africains aussi, ça. Puis
Mais même en Afrique, 180 $, ça vaut une fortune. On pourrait s'acheter une tonne de plantains. Imagine. Une tonne de plantains pour nourrir toute la famille. Bon, ça c'est pour le vainqueur, hein, pour le grand gagnant. Okay, il va y avoir, on a quand même aussi des prix de consolation pour les deux personnes qui n'auront pas gagné. On ne dit pas des perdants, on dit des personnes qui n'auront pas gagné, qui ont participé. Et donc, le prix de consolation, ça va être une bière gratuite payée par nos membres du jury. Ils ne le savaient pas, mais ils participent un peu, ils vont participer un peu au prix qu'on va remettre à nos candidats. Alors, le but de ça, c'est de combattre les inégalités sociales hein, entre le 1%, de l'université versus le 99% des étudiants qui sont bien pauvres. Voilà. Et donc, comme on disait, le but du concours du CEF, c'est surtout de vous pratiquer. Hein? Pratiquer dans le but d'aller plus loin, hein, toujours d'aller plus loin dans la vie. Donc, notamment, participer si vous êtes bon, si vous vous trouvez bon, si vous vous regardez sur CEF TV et vous dites « Wow, j'étais vraiment bon, je vais peut-être essayer de gagner plus que 180 $, ils sont cheap au CEF. » Alors, vous pourriez participer à la finale de l'Université Laval. La finale de l'Université Laval, c'est en avril. Bon, il y a un hic, par contre, c'est que vous pouvez participer au concours de l'Université Laval, mais si vous voulez aller plus loin, à celui-là de LACFAS, il faut absolument être au doctorat. Donc, Boris, je pense que les deux autres participants, je pense, sont toutes les deux à la maîtrise. Hein? Bon, donc, si vous gagnez au niveau universitaire, vous pouvez ensuite aller à la finale nationale de LACFAS. Ça, c'est le 9 mai 2018. Okay, ça va être à l'UQAC à Chicoutimi. Et pourquoi pas rêver, hein? On pourrait, après, si vous gagnez à LACFAS, je ne sais pas si vous finissez un ou deux premiers, vous pouvez aller à la finale internationale. Ça, c'est au mois de septembre, normalement vers la fin septembre. Et vous pensez que c'est impossible, mais pourtant, cette année, c'est un étudiant de l'Université Laval, c'est même un étudiant du département des sciences du bois et de la forêt, qui a remporté le 2e prix international. Il s'appelle Damien Matisse. Il était étudiant au doctorat en sciences du bois. Il a gagné le 2e prix à Bruxelles, en Belgique. Voilà, et donc on en est, on peut présenter les juges. Hein? Donc on a une superbe brochette de juges ce soir. Le premier de ces juges-là, fonctionne. Allô? C'est incroyable, mesdames et messieurs, c'est la première fois de ma vie que ça m'arrive. On va faire ça comme ça. Je pense que c'est l'ordinateur qui est un peu là. C'est dommage parce que c'est vraiment ma plus belle scène. On va recommencer. Ok, on y va, on recommence. On refait F5. Voilà, et c'est parti. Et on fait ça comme ça. Et voilà. Donc, notre premier jury. Là, je me suis trompé dans mon ordre. Ah, on va le récupérer, OK, il s'intéresse à la sylviculture et plus particulièrement à la régénération des résineux en forêt boréale. C'est un transfuge qui est récemment parti de la direction de la recherche forestière du ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs du Québec pour joindre les rangs du Centre canadien sur la fibre de bois au centre de foresterie des Laurentides, de l'autre côté de l'autoroute. Hein? Pour ceux qui ne connaissent pas, le CFL. C'est aussi un excellent guitariste, un fan fini de Star Wars et une ceinture noire de taekwondo. J'ai nommé Nelson Tifo, mesdames et messieurs. Nelson. Entre une bouteille de vin à Paris et une bouteille de vin à Québec, lorsqu'il ne s'intéresse pas aux effets toxiques du vin et de la course à pied sur son propre corps, il étudie la toxicologie du champignon Ophiostoma nooulmi. Est-ce que je le prononce bien, Gary? Donc, les effets toxicologiques de ce champignon sur l'orme d'Amérique. Le biologiste et incidemment co-directeur du CEF, Louis Bernier.
Et notre troisième juge, c'est un biologiste et un ornithologue accompli. Il a parcouru chaque mètre carré de la forêt Montmorency à traquer ses petites bêtes favorites, qu'elles volent ou qu'elles marchent. C'est un climato-sceptique assumé qui n'hésite pas à défendre Donald Trump. Son sport favori, c'est de semer la controverse, mais toujours avec le sourire, comme la mairesse de Montréal. C'est en quelque sorte le Darth Vader des écologistes du Québec, le professeur André Desrochers. Alors voilà pour nos trois juges. Donc on va leur demander tout à l'heure de venir s'installer. Mais auparavant, on va laisser le temps aux gens de prendre une petite bière, on va laisser le temps à nos concurrents de se préparer psychologiquement. Donc on va faire une petite pause avec un peu de musique. Puis dans 10 minutes, on va reprendre le concours. On va laisser donc ça va donner le temps à nos juges de s'installer à leur table et de mettre leur costume. Hein. On a même amené un costume pour nos juges. Je vois, ça me prend un béret. Ah ouais, on n'a pas de béret. Les bérets de Noël, ça n'existe pas, Louis, désolé. Il faudra aller en France, peut-être en chercher. OK, alors 10 minutes, puis on vous revient après la pause. Alors, tout le monde... c'est beau, André? Oui, c'est beau. T'as ton clip, c'est bon. OK, alors c'est beau, est-ce que tout le monde a pris sa bière? C'est important de prendre une bière avant de commencer le concours, hein? Ça met les gens dans l'ambiance. Alors, tout à l'heure, je vous avais parlé, si jamais la personne à côté de qui vous êtes assise, pas de sujet de conversation, trop nerveux, mais on a trouvé des sujets de conversation pour vous. Alors, on va appeler ça nos petites questions socio-politico-philosophiques inédites. Alors, on a pris évidemment des questions qui ne sont pas dans l'actualité, parce que sinon, ça serait trop facile de répondre, de trouver des arguments. Alors, on a trouvé des sujets aussi qui vous intéresseraient. Donc, première question, vous pouvez débattre ou discuter entre vous. Est-ce que ça vaut encore la peine de faire un doctorat aujourd'hui? Hein? Considérant que, je pense qu'il y a quelques années, il était sorti une étude comme quoi il y avait seulement un doctorant sur 5 qui se trouvait une place dans le milieu académique. Alors, c'est une bonne question que vous pouvez discuter avec votre partenaire de table qui n'est pas intéressant. Est-ce qu'on est nécessairement un nerd quand on fait un doc ou une maîtrise? Ça, c'est une question qui, moi, me fascine, parce que j'ai découvert il n'y a pas longtemps que moi-même, j'étais un nerd, j'ai eu beaucoup de difficultés à l'accepter. Alors vous pouvez discuter de cette question-là entre vous. On va prendre des chiffres. Et une question aussi qui est très importante, les bourses doctorales sont attribuées pour 3 ans, alors qu'un doc, ça prend généralement 4 à 5 ans. Donc, il y a une espèce de problème là, entre la durée des bourses et la durée des études réellement. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Est-ce qu'il faudrait prolonger le financement ou alors demander plutôt aux facultés de raccourcir la durée du doctorat? Puis, si on pense qu'il faudrait raccourcir la durée du doctorat, comment est-ce qu'on pourrait faire ça? Où est-ce qu'il faudrait couper finalement? C'est un peu comme quand on demande au gouvernement de couper dans son budget. Ben, où est-ce qu'il faudrait couper? Alors voilà, si jamais vous êtes en manque de sujet de discussion, après avoir pris 2 ou 3 bières, ça pourrait alimenter la discussion au temps. Alors on va demander à notre juré de prendre place. Hein, on a préparé une belle table pour vous ici, parce que vous allez commenter. Alors on demanderait à Nelson, André et Louis de venir prendre place et de revêtir le costume de juge. Hein? Avec plaisir. Et là, vous avez un micro qui fonctionne. Moi, c'est l'éditeur, je vais le fermer pour l'instant. Non, c'est beau. Tu peux le laisser ouvert comme ça vous pouvez rapidement intervenir si jamais vous avez intervenu. la télé, en plus. Alors, Louis a beaucoup peur de mettre son chapeau. Alors, à partir de maintenant, quand vous parlez, monsieur, vous prenez le micro. Si vous voulez que toute la planète entendre vos commentaires. Alors voilà nos 3 juges, ils sont pas beaux. Hein? Moi je les trouve absolument magnifiques. Et en plus ils sont tous habillés pareil, ils sont tous en gris. Et quoi, lui il a même son pantalon rouge de Noël, c'est fantastique. Alors ils sont tous équipés avec un crayon, une feuille qui résume les critères d'évaluation, okay, qu'on va réviser ensemble.
Alors, premier critère d'évaluation de nos candidats, de nos participants, la qualité de la vulgarisation, ok, qui compte pour 10 points. Okay, il faut permettre à un public diversifié de comprendre qu'est-ce qu'on exprime lorsqu'on fait un 180 secondes. Okay? Est-ce que tous les principaux éléments de la recherche que vous avez fait sont présents dans votre présentation? Est-ce qu'il y a un enchaînement naturel? Okay? Tout ça, ça fait partie de la qualité de la vulgarisation. Deuxième chose, l'enthousiasme, ça compte aussi pour 10 points. Non seulement l'enthousiasme du jury, mais l'enthousiasme du public, l'enthousiasme de vous-même. Est-ce que vous êtes enthousiaste comme moi lorsque vous faites votre présentation? Troisième chose, la qualité de la communication. Donc, est-ce que vous prononcez bien lorsque vous parlez? Est-ce que vous utilisez un vocabulaire qui est précis mais simple? Est-ce que votre voix est bonne? Est-ce que vos diapositives sont efficaces? Est-ce qu'elles racontent bien ce que vous avez à raconter? Donc voilà pour les critères d'évaluation que nos juges vont utiliser, vont essayer de respecter lorsqu'ils vont débattre, délibérer sur la qualité de vos présentations. Donc ça va se dérouler comme ça, une personne va venir présenter, les juges vont faire leurs commentaires, une deuxième personne, ensuite on va prendre les questions du public. Ensuite, une deuxième personne va venir, etc., etc. Et après la troisième personne, les juges vont délibérer ensemble pour savoir le gagnant et on va remettre le prix à la fin, après que les trois personnes aient passé. Donc voilà, alors on va y aller avec notre premier concurrent. Alors je vais demander aux trois concurrents dans quel ordre ils voulaient passer et d'un commun accord, ils se sont entendus et on va accueillir notre première concurrente qui s'appelle Léonie Côté. Qui est étudiante à la maîtrise au laboratoire de Damas Cassa. Alors, je vais te donner le micro. D'accord. J'ai ta présentation ici, je vais l'installer. Vite. Alors, Léonie. Voilà. Alors, je la mets en mode plein écran. Tu viens me trouver ici, tu vas venir te placer ici pour la caméra, voilà, et je te laisse le micro. Et Natacha va t'indiquer. Quand est-ce que tu peux commencer. D'accord. Et vous parlez bien dans le micro. Oui. Go. OK, donc je vais commencer ma présentation en vous montrant la diapositive qui se trouve derrière moi. Donc, c'est une image satellite de la région de Shefferville, dans le nord du Québec. Donc, tout ce que vous voyez en vert, c'est l'écosystème naturel de Shefferville, la toundra arctique. Et ce qu'il y a de spécial à Shefferville, c'est qu'il y a des gisements de fer très purs. Donc, ce qu'on voit ici en brun, ce sont les sites d'exploitation minière. Donc, l'écosystème naturel est complètement dégradé. Par contre, heureusement, depuis 1995, les industries qui veulent exploiter dans le nord du Québec sont obligées de produire et de respecter un plan de restauration pour restaurer les milieux perturbés. Malheureusement, ces plans de restauration-là sont coûteux et en plus, ils ne respectent pas nécessairement la végétation indigène des sites. C'est ici que j'interviens avec mon projet. Une des avenues intéressantes dans le domaine de la restauration écologique, c'est l'utilisation de symbiotes racinaires pour aider les plantes à pousser sur les milieux dégradés, principalement les champignons mycorhiziens. Ce qu'il faut savoir sur les symbiotes racinaires, c'est que 100 ans d'études ont démontré que presque toutes les plantes ont des symbiotes sur leurs racines. Ces micro-organismes-là permettent notamment aux plantes d'avoir une meilleure croissance, de mieux résister à la sécheresse, de mieux résister aux pathogènes et aussi aux contaminants du sol. Le but de mon projet, finalement, c'est d'isoler et d'identifier les micro-organismes qui permettraient de la bioremédiation dans cette zone-là. Pour être sûr d'isoler les bons micro-organismes qui correspondent à ce type d'environnement-là, j'ai bien sûr utilisé les racines des plantes qui poussent sur le site de la mine et tout autour de la mine aussi. Donc la première étape, ça a été d'observer au binoculaire les racines de ces plantes-là et de récolter les micro-organismes qui se retrouvaient sur les plantes. Je les ai mis en culture, je les ai isolés et au final, j'ai eu 456 isolats. Il a fallu que j'extrais l'ADN, que je l'amplifie et que je le fasse séquencer. Au final, j'ai eu les séquences de mes micro-organismes et c'est comme ça que j'ai pu identifier 456 souches de champignons qui poussaient à Shefferville. Bien sûr, il y en a qui revenaient plus souvent. Il y a certains micro-organismes qui avaient une fréquence
plus grandes. Donc, c'est ceux-là que j'ai décidé d'utiliser pour la deuxième partie de mon expérience. Je les ai testés dans des milieux avec différentes concentrations de fer pour voir ceux qui avaient une meilleure croissance en présence de fer. Donc, ceux qui avaient la meilleure croissance sont ceux qui seraient les plus adaptés pour la bioremédiation dans le secteur de Shefferville. Finalement, mon projet, je trouve qu'il est intéressant parce que il s'applique partout dans le monde. Dans le fond, la méthode peut être appliquée n'importe où sur n'importe quel type de contamination. Et aussi, je trouve que la restauration de milieux d'écosystèmes perturbés, c'est un sujet qui est d'actualité, puis c'est aussi un sujet qui mérite qu'on investisse du temps et de l'énergie dedans. Donc voilà. Allez, j'ai parlé vite. Bravo, Léonie. On va rester ici un peu là-dedans parce que nos juges vont te juger, bien sûr. On va leur laisser un peu de temps pour réfléchir à tout ça. Tout à l'heure, il y a André Desrochers qui me demandait, il ne comprenait pas c'était quoi l'analogie avec Darth Vader. Alors, parce que André, c'est un bon écologiste qui est passé du côté obscur de la force. Voilà, c'est ça. Et Darth Vader, c'est quand même le père de Luke Skywalker et on l'aime, alors on veut qu'il revienne du bon côté de la force. Voilà, André, pour l'analogie. Alors, Natacha nous dit qu'elle va chercher la pizza. Alors, la pizza, ça sent bien, mesdames et messieurs. Ah non, ici, on est transparent. Tout ce qui se passe doit se voir à la caméra. Alors, est-ce que nos juges sont prêts à commenter la présentation de Léonie? Alors, on va y aller, vous prenez le micro, n'oubliez pas de prendre le micro. Alors, on va commencer avec Nelson. Alors, Nelson. OK. Bon, d'abord, bonsoir à tous. Je tiens à souligner que c'est toute une aventure pour moi de me retrouver entre deux monuments, tels que Louis et André. Alors, non, ces gens-là n'ont pas changé ma couche, mais... André, attention aux commentaires sexuellement explicites. Inappropriés. André a quand même assisté à ma première régression. Régression statistique, on entend. Et nous, ce soir, on assiste à ta régression intellectuelle. Alors, Léonie, je te félicite. Un sujet très intéressant. J'ai noté ici ton enthousiasme quand tu nous parles de ton sujet. Ça transparaît dans ce que tu nous dis. Un enthousiasme qui t'a peut-être amené à parler un petit peu vite. Je pense que tu t'en es rendu compte. J'ai été capable de suivre très bien le fil de tes idées quand même. Dans les pistes d'amélioration, regarder l'écran, c'est moins trippant pour les personnes à qui tu t'adresses. Alors, j'ai une petite note peut-être sur laquelle tu pourrais travailler si tu fais d'autres présentations dans d'autres contextes. Regarder davantage les gens, puis l'écran, l'oublier. L'écran, c'est un support visuel dont tu pourrais te passer pour passer ton message. Mais sinon, j'ai beaucoup apprécié, je note ton enthousiasme et puis voilà un sujet très intéressant que j'ai compris grâce à tes explications. Merci. Alors, merci beaucoup, Nelson. Des commentaires vraiment très recherchés et très approfondis. On va avoir une belle soirée ce soir. Alors, notre deuxième juge, André. Je vais essayer de me limiter à moins de 180 secondes. Félicitations, puis particulièrement d'avoir cassé la glace ce soir. C'est un petit peu plus difficile de commencer, bien sûr. Je partage un peu les opinions de Nelson. Moi, j'ai trouvé, par exemple, que c'était clair et vraiment transparent, pour reprendre le terme de Pierre. J'ai bien compris la nature de ton projet et je vois très clair là-dedans, puis je vois très vite la pertinence. Et le comment de la chose. Alors là-dessus, bravo. Effectivement, le rythme était rapide un petit peu, la connexion avec le public, bon, là, c'est sûr que c'est difficile parce que le public, on est un petit peu éparse, mais quand même, il y a un petit effort à faire de ce côté-là. Et sinon, bravo, bel effort. Merci. Moi, Léonie, elle vient du Lac-Saint-Jean. Est-ce que tu viens du Saint-Jean? Ah, elle vient du Lac-Saint-Jean. Vous connaissez Louis-José Wood? C'est pour ça qu'elle parle vite. Moi aussi, je parle vite. On vient tous du Lac-Saint-Jean. C'est pas d'où tu viens? Dolbeau. Elle vient de Dolbeau. Ah ouais, ça, c'est le Lac-Saint-Jean profond en plus. Alors, Louis, tes commentaires? Oui, en ma qualité de monument numéro 2, moi aussi, j'ai noté ton enthousiasme. Alors, c'était assez
évident, c'est facile. Moi aussi, j'ai bien compris, j'ai trouvé que tu nous avais exposé ton projet de façon à ce qu'on comprenne très facilement en fait, la nature du problème. Donc, un bon point pour toi là-dessus aussi. J'ai bien compris aussi les résultats de la première partie de ton travail. Je ne sais pas si j'ai eu moi-même un petit égarement, mais il m'a semblé que je me rappelle pas les résultats de ta deuxième partie, je ne sais pas parce que... Ils sont en cours. Sont en cours, Ouais. ok, c'est ça. Donc ça, c'était peut-être... tu aurais pu le dire, en fait, peut-être que parce que là, on avait un peu l'impression que, oups, il manque quelque chose. Mais par ailleurs, pour finir sur une note positive, j'ai trouvé que tu avais eu une très bonne idée, en fait, de mentionner le caractère, je dirais, universel de ton travail. Donc ça, c'était très bien de nous... D'abord, de nous amener dans la région de Shefferville avec cette magnifique photo et éventuellement de nous dire, ben, écoutez, c'est pas juste à Shefferville qu'on devrait faire ce genre de choses-là. Donc, on voyait ta passion pour ce type de projet-là. Voilà. Merci beaucoup, Louis. Merci beaucoup. Et on s'excuse un peu pour les problèmes techniques. Là, on ne voyait pas tout le texte de Denis. Ça peut mettre les participants, ça peut déboussoler un peu les participants lorsque la technique ne fonctionne pas bien. Alors on s'excuse pour la technique, mais on est une équipe mobile, puis les endroits où on arrive, c'est difficile de toujours être au point techniquement. Alors, on peut prendre aussi... attends, c'est pas fini. Je sais qu'on a juste 3 participants, alors on étire la sauce au max. Alors, est-ce qu'on a des questions dans l'assistance? Tout le monde a bien compris le projet de Léonie. Est-ce qu'on a des questions? Est-ce que nos juges... Est-ce que vous avez des questions? Je savais qu'André aurait des questions. André? Pourquoi? Non, mais en fait, plus sérieusement, jusqu'à quel point on peut avoir confiance dans l'identification des espèces par séquençage? Je sais que c'est une question un peu générale, mais quand même, moi je me pose, tu sais, on parle de 400, quelques centaines d'espèces ici, là. C'est un nombre très élevé pour une région comme Shefferville à première vue. Et donc, on se pose la question, est-ce qu'on peut vraiment croire en ces identifications? Là, tu pensais que 180 secondes, c'est difficile. Là, tu vas répondre aux questions d'André Desrochers, c'est encore plus difficile. Ben, en fait, j'ai pas 456 espèces de champignons. Comme je disais, il y en a qui reviennent très souvent. J'ai peut-être environ 75 espèces en tout. Ouais. C'est vraiment, je l'ai peut-être mal dit, là. J'ai identifié 456 organismes qui se regroupent sous différentes espèces, dont la fréquence, il y en a certains qu'on retrouve plus fréquemment. Donc, je peux nommer Fialocéphalafontini, je l'ai retrouvé quasiment 45% de mes micro-organismes, c'était Fialocéphalafontini. Puis aussi, quand je mets mes séquences dans la banque de données, il me donne toujours un pourcentage d'analogie. Donc, quand c'est en bas de 95% d'analogie, ma séquence avec la séquence de la banque, des fois, je doute un peu. Ça ne va pas être sur celui-là que je vais m'appuyer. Mais parfois, j'ai des 100%, j'ai des 99, 98. Donc, ceux-là, je suis pas mal sûre de ma shot que c'est cette espèce-là. Mais donc, il y a des études qui montrent, par exemple, qu'il y a 98% d'analogie. On ne se trompe pas d'espèce. Il y a eu, j'ose croire qu'il y a eu des essais en laboratoire, par exemple, où on a vraiment testé la technique et on se rend compte qu'à 98% d'indices de similarité ou d'analogie, on ne se trompe pas d'espèce. Ça a dû être testé, ça, c'est ça? La plupart des articles scientifiques que j'ai lus utilisaient la même méthode et eux aussi se basaient sur le fait que oui, à partir d'à peu près au-dessus de 95, on pouvait dire que c'était le même organisme. On m'avait mis en garde pour ça aussi. Il va falloir que je trouve une manière de le... on appelle ça en fait des OTU, des Operational Taxonomic Units, pour parler de l'analogie entre les micro-organismes. Donc, ça, il faut faire attention aussi dans la terminologie quand on parle des espèces comme ça qu'on identifie. Mais c'est une bonne question, en effet. Il va falloir que je me penche là-dessus quand je vais écrire mon mémoire pour être sur des termes. Merci. Tu t'attendais pas à des questions comme ça. Est-ce qu'on a d'autres questions Monsieur dans le Président? l'assistance? Oh, oui. Moi, d'abord, j'aurais une suggestion, le conseil du jour. Oui. Alors, à tous les étudiants qui sont stressés par leur soutenance de thèse ou par leur présentation de séminaire, eh bien, imaginez votre comité avec un chapeau comme ça sur la tête. On perd toute crédibilité. Même André a l'air sympathique. Mais non, mais c'est... Vous faites en banlieue, mais ça, c'est le harcèlement. Il y avait Maurice Lalonde qui disait « Imaginez les lapins ». Moi, j'ai imaginé une truc de permanent. Mais moi, j'avais une question concernant les plantes, les espèces de plantes auxquelles tu t'intéresses. Là, tu nous as parlé des micro-organismes. Est-ce que tu échantillonnes les plantes en particulier, des groupes fonctionnels en particulier, ou tu t'intéresses à ce que tu trouves et tu identifies a posteriori? Donc, comment ça fonctionne? Ben, il faut savoir qu'à Shefferville, en fait, il y a
a pas grand-chose qui pousse. Hein, il n'y a pas la diversité qu'on a dans le sud du Québec. Il y a des bouleaux nains, des petites épinettes, un peu de vaccinium, du saule, de l'aude. Donc, c'est vraiment ces espèces-là qu'on s'est intéressé. Pour la restauration, ce qu'on observe, c'est qu'il y a beaucoup de boulot. Fait que le boulot il est très intéressant. J'ai beaucoup focusé, de m'assurer d'avoir des bons résultats pour le boulot, puis effectivement, là, ça a bien sorti. Il y a des tests qui vont être faits sur le terrain par des étudiants en doctorat aussi pour voir c'est quelles plantes qui reprennent naturellement le mieux, puis qu'on pourrait combiner avec les micro-organismes que moi j'ai isolés. Ouais. Et vraiment, nos juges se font la compétition entre eux ce soir. Alors, Louis, il est ouvert, il est ouvert. Fais juste un claque dessus, tu vois, il est ouvert. Alors, question de Louis. Oui, donc Léonie, tu mentionnais que tes 456 isolats, je pense que tu identifies à peu près 75, donc grosso modo 75 espèces, donc c'est un chiffre vraiment intéressant. Mais penses-tu que tu as vraiment capturé toute la biodiversité de champignons dans le sol par ton approche? Probablement pas. Il y a des analyses sur des échantillons de sol, des analyses, des méta-analyses, je sais pas trop, c'est Charles Greer à l'Université McGill qui est en collaboration aussi pour ce projet-là. Lui, il fait vraiment l'analyse du sol, donc tous les organismes du sol. Possiblement que quand on va comparer, ça concordera. Ça se peut qu'il y ait des espèces que j'aille pas mis le doigt dessus. Est-ce que lui, il cultive ou pas? Est-ce qu'il fait du séquençage directement sur ces échantillons environnementaux ou est-ce qu'il passe comme toi par une phase de... Non, il ne va pas les isoler comme moi. Moi, je les ai vraiment isolés organisme par organisme. Lui, il va vraiment directement partir du sol. Donc, ça va être intéressant, c'est vrai, de comparer avec ma banque de données à moi. On a vu André derrière la caméra qui était comme ça, puis il voulait aider Léonie. C'est un microbiologiste. Est-ce qu'on a d'autres questions dans l'assistance? Alison, pas de questions? C'est beau? Tout est beau? La pizza, OK, on nous annonce que la pizza est arrivée. Alors, on va prendre une pause, mesdames et messieurs. On va permettre à notre deuxième candidate et à notre troisième candidat de prendre une autre bière. Hein, les juges, vous allez tenir compte du fait que la première candidate a pris juste une bière, la deuxième candidate a pris 2 bières, et le troisième candidat, normalement, devrait avoir pris une bière. Mais Maurice est quelqu'un de très, très discipliné. Alors, on vous revient dans 10 minutes, le temps qu'on serve la pizza. Et on applaudit Léonie, oui. Boris. OK, alors tout le monde, on a reçu des pizzas et tout le monde s'est jeté sur les pizzas. Alors, on a l'estomac bien plein. Alors, on espère que Boris et Virginie ont aussi l'estomac bien plein et ont pas trop bu de bière. Moi, j'en ai bu une. On est transparent. OK, alors on demandera à nos juges de reprendre place. Hein. Vous pouvez aller avec votre pizza, il n'y a pas de problème. C'est une question de transparence aussi. On mange la pizza, on mange la partie. Ça fait partie du décor. On va peut-être voler une petite papote. Il n'y a pas de problème. On s'assoit avec sa bière, sa pizza, et on remet son chapeau de juge. Hein. C'est pas poli de manger en jugeant. C'est pas poli de manger avec un chapeau sur la tête. C'est pas grave. Alors, pendant que nos 3 juges s'installent, on va inviter notre troisième concurrente. Non, pardon, notre deuxième concurrent. Il s'appelle, je vais vous dire son nom complet, Boris Merlin Giuscalimo. Alors, Boris, il est étudiant au doctorat au laboratoire de Alison Monson. Alors, je vais te mettre ta présentation, Boris. On va prendre 2 petites secondes. Alors, là, voilà. Et j'appuie sur F5 pour démarrer la présentation. Et pendant que tout ça, ça s'installe, je vais te remettre le micro. Tu regardes Natacha, tu lui dis quand est-ce que tu es prêt. Et elle va te dire, elle va te montrer quand le chronomètre démarre. Nos juges, on est prêts? Tout le monde est prêt dans la salle? Oui, on a une seule personne qui reste dans la salle. OK, alors on remet le micro à Boris et on va y aller. T'es prêt? Oui. Alors, mon histoire ce soir, c'est celle d'un monsieur appelé Forêt du bassin du Congo, en abrégé ici FBC. Ce monsieur a 2 problèmes principaux. Le premier, c'est que sa tête, à force d'être exposée aux coupes
partielle et aux coupes totales par les agriculteurs et les forestiers, finit par perdre sa capacité à faire repousser les cheveux. Donc, les scientifiques vont parler de déforestation et de la perte de la fertilité du sol. Le deuxième problème, c'est que sans cheveux sur la tête, le soleil chauffe et chauffe très fort. Donc, les scientifiques encore parlent du réchauffement climatique. C'est à ce moment que notre travail intervient et notre objectif est de proposer à M. FBC une méthode pour résoudre son problème. Alors, cela passe par l'utilisation du biochar. Le biochar, c'est un matériau à tout faire qui est fabriqué avec les résidus agricoles et les résidus forestiers dans une sorte de cocotte minute qu'on appelle le pyrolyseur. Autour de nous, personne ne connaissait ce matériau, donc la réalisation de notre travail nous a poussé à faire face à 3 défis principaux. Le premier, c'est qu'il fallait fabriquer le pyrolyseur, fabriquer le biochar et le caractériser. Le second défi, c'est qu'il fallait étudier l'effet du biochar sur le cuir chevelu de M. Forêt du bassin du Congo, c'est-à-dire sur l'oxysol. Et le troisième, c'est qu'il fallait étudier l'effet du biochar sur la repousse des cheveux de M. Forêt du bassin du Congo. Ici, on a évalué avec la croissance et le rendement du maïs. Donc, au bout de 5 années de travail avec M. Biochar, nous avons 3 résultats pour vous. Le premier, c'est que le biochar n'a pas modifié les propriétés physiques du cuir chevelure de M. Forêt du bassin du Congo, autrement dit les propriétés physiques du sol. Le second, c'est que M. Biochar a pu augmenter le pH d'une unité et la teneur en carbone organique du sol de 0,4%. Ceci est très intéressant car cela fait que le biochar, ce matériau, est désormais éligible pour le programme 4 pour 1000. Le dernier élément important, c'est que le biochar a permis l'augmentation de la repousse des cheveux de 50%, autrement dit une déforestation évitée de 25%. Alors mon message ce soir pour vous est celui-ci. Si vous avez encore un esprit, un gène de protection de l'environnement entre vous, transformez-le en gène biochar, car nous avons besoin de nos forêts, de nos sols, et si nous ne faisons pas attention à ce que nous faisons de nos résidus, alors on est mal parti. Je vous remercie. Bravo Maurice, tu restes avec nous, Viens me rejoindre ici de ce côté-ci, la caméra. OK. Alors, on va laisser un peu de temps à nos juges de réfléchir aux beaux commentaires qu'ils vont faire. André veut qu'on se tasse un peu par ici. Comme ça, André, c'est beau. OK. Vous savez que ce soir avait lieu un autre concours 180 secondes pour 180 $, ou non, plutôt un concours, ma thèse en 180 secondes. C'est la Faculté des sciences sociales qui organisait ce concours ce soir. Et devinez où est-ce que la Faculté des sciences sociales organisait son concours? Ni plus ni moins qu'au Musée de la civilisation. Alors là, on peut faire, dans l'assistance, on peut faire... Oh. Alors, on salue les gens de la Faculté des sciences sociales hein, qui sont au Musée de la civilisation. Nous, on est au Publix. On mange la pizza, c'est pas mal plus cool. Alors, je pense qu'on est prêt pour... Boris, es-tu prêt pour recevoir les commentaires de nos 3 juges? Alors, qui se lance en premier? On prend le micro. Alors, on va y aller avec André. Tac, tac. Non, on va y faire, oui. Bravo, Boris. Bon, premièrement, je trouvais qu'il y avait beaucoup d'humanité dans ta présentation. Là. La connexion était complète avec le public, bravo pour ça. Donc, c'était très fort. Au niveau de l'explication du projet aussi, c'était bien. L'analogie nous a vraiment connectés avec ton projet tout dans la tête, M. Biochar. Donc, ça a bien fonctionné. Bon, je ne ferai pas de face-place sur le cuir chevelu. Ah oui, on a trouvé une solution ici. On va arrêter tout de suite là. Puis voilà, c'est l'essentiel de ce que j'avais à dire à propos de ta présentation. Bravo. Mais je me suis dit que ta présentation allait intéresser au moins 2 de nos juges. Ah ouais, toi aussi. Boris, je te félicite. En fait, moi, j'ai beaucoup apprécié l'approche de l'histoire. C'était pratiquement un conte.
que tu nous racontais, et je me suis dit, voilà, on va trouver le prochain Fred Pellerin. Donc, oui, donc ça m'a vraiment aidé à suivre ton fil de pensée du début à la fin. J'ai apprécié le niveau de vulgarisation de tout ce que tu as expliqué. Peut-être certains termes que je n'ai pas tout à fait saisi quand tu me parles, par exemple, du programme 4 pour 1000. C'est ma grande ignorance là, de ce domaine-là. C'est peut-être un jargon que moi je ne connais pas, puis que j'aurais peut-être aimé juste un mot pour m'expliquer ce que c'est, mais c'est probablement juste moi que ça concerne. Mais sinon, le reste, vraiment bravo, j'ai grandement apprécié ta présentation. Félicitations. On pourra peut-être poser la question à l'intérieur de la question. Alors, les commentaires de Louis. Louis, tu es prêt? Oui, je suis prêt. Alors, moi aussi, je te fais mes félicitations, Boris. J'ai trouvé que ton image était non seulement intéressante, mais voire même provocatrice. Je me suis demandé s'il n'y avait pas un juge en particulier, que je ne nommerai pas, parce que déjà, Pierre le houspille pas mal. Toi, j'ai trouvé que, moi, j'avais assisté également à ta soutenance, à ta présentation lors de la soutenance de doctorat. Donc, il faut souligner que Boris a fait sa soutenance de doctorat il y a quoi? Il y a 3 semaines? 3 semaines. Boris est un nouveau docteur et c'est tout chaud encore. Aïe, oui. Bravo! Donc, comme je savais qu'il y avait plusieurs volets à ta thèse, j'étais curieux de voir comment tu allais réussir à nous résumer ça en 3 minutes. Et je pense que manifestement, tu as relevé ce défi avec brio. Même si tu avais un débit un peu plus lent, je dirais, que celui de Léonie. C'est pas une critique, mais en même temps, par contre, on sentait chez toi aussi l'enthousiasme face à ton projet et aussi non seulement l'enthousiasme, mais l'implication. Dans les deux cas, là, on sent que vous êtes très impliqués dans vos projets et que vous voulez que les gens, le reste de la population, y croient. D'ailleurs, tu as mentionné 3 défis dans ta présentation. Puis je pense que, encore là, par les images que tu as utilisées, par le ton que tu as utilisé, je me suis dit, dans le fond, il y avait un 4e défi aussi qui était de convaincre les populations locales, probablement, d'adopter certaines pratiques. Et j'ai l'impression que ta présentation était beaucoup bâtie autour de ça. Et j'ai trouvé que c'est une excellente stratégie. Donc, on peut jouer aussi, là, juste pour trouver la petite bête un peu. Ce que Nelson a mentionné, tu as mentionné le programme 4%, je pense. Tu aurais peut-être eu encore un 3 secondes là, pour juste nous dire ce que c'était rapido, mais bref, excellent travail. Ok, on peut maintenant on passe à la période de questions. Est-ce qu'on a des questions dans l'assistance? On a une question ici, là-bas. Alors, comme tu n'as pas de micro, je vais juste répéter la question, vas-y. Du coup, c'est quoi le 4 pour 1000? Ah, alors, la fameuse question qu'on attendait tous, c'est quoi le 4 pour 1000? Oui, le 4 pour 1000, c'est un programme qui a été initié à la COP21 par la France et l'objectif, c'est de promouvoir des technologies qui pourraient permettre de restaurer 4% par an, 4% de la teneur du CO2 dans le sol. Tout simplement. Certains pourraient vouloir savoir c'est quoi la COP 21. Alors, André demande, qu'est-ce que ça serait la COP 21 à ce moment-là? La COP 21, c'est une conférence de plusieurs parties. Conference of Parties, je pense que c'est ça. Conference of Parties. Oui, donc l'objectif, c'est de réunir les gens, les pays. On invite les gens, c'est pas obligatoire, mais on invite les gens à prendre conscience des défis qui sont liés au changement climatique et il y a des accords volontaires qui sont signés. On propose des solutions de manière globale au niveau mondial, international, pour que chaque pays essaie d'y adhérer et de modifier son mode de vie afin de protéger l'environnement. C'est ma compréhension de cette conférence. Une question? Oui, une question. Quels sont les impacts de l'augmentation du pH de 1 unité? Ça, c'est très intéressant. Mais disons qu'une augmentation de pH d'une unité pourrait modifier énormément l'activité microbiologique du sol
Et si l'activité microbiologique du sol est modifiée, ça veut dire d'autres processus également vont être modifiés. Ça peut également modifier la disponibilité des éléments nutritifs. Il y aurait peut-être des éléments nutritifs à pH 5 ne vont pas être disponibles, peut-être vont être fixés, mais à pH 6 vont être libérés. Donc, ça affecte énormément les processus, aussi bien biologiques que physiques dans le sol. D'autres questions, messieurs les juges? Ça va? Oh, on a une question de Léonie, qui est une concurrente à nous. Ah, elle veut même prendre le micro. Vraiment, c'est les gens du Lac-Saint-Jean. Rien ne les arrête. Pas trop vite, hein, Okay, ouais. bon. Un des défis que tu avais parlé, c'est de construire le pyrolyseur. Le pyrolyseur, en fait, j'imagine, il prend les résidus agricoles et forestiers, il les transforme en biochar. Oui. C'est ça? OK. Mais ça, j'imagine, ça avait déjà été fait ailleurs. Vous êtes inspiré un peu de ce qui avait déjà été fait comme pyrolyseur, ou c'est vraiment une idée unique que vous avez comme élaborée? Ou... On pourrait entendre parler Jean-Louis-José Hood. Merci pour la question. Disons que la pyrolyse ne date pas d'aujourd'hui. Il existe de nombreuses méthodes de pyrolyse. Seulement, il existe des méthodes qui ne sont pas protectrices de l'environnement. Parce que lors de la pyrolyse, il y a des gaz de synthèse qui sont produits. Et ces gaz sont aussi nocifs pour l'environnement. Donc la particularité de notre pyrolyseur, parce que comme je l'ai précisé dans mon speech, autour de moi, c'est-à-dire on utilisait des méthodes traditionnelles de production de pyrolyse, de biochar, mais nous on a estimé qu'en tant que scientifique, on connaît quels sont les inconvénients de ces méthodes. Donc notre objectif, c'est de proposer un pyrolyseur mobile qui peut être utilisé à l'échelle familiale et qui protège l'environnement, parce que comme vous allez voir, notre pyrolyseur recycle les gaz de synthèse. Donc dans le processus, les gaz sont recyclés et brûlés à nouveau, ce qui permet quand même de protéger mieux l'environnement que les méthodes traditionnelles de production de biochar. D'autres questions? Alors, on voit que ça fascine beaucoup notre auditoire. Eh bien, je pense que ça va être tout pour la présentation. Alors, une bonne main d'applaudissements pour Boris. Merci beaucoup, Boris. Et bon, tout à l'heure, on avait de la pizza. Il n'y a plus de pizza. Alors, on va prendre une deuxième pause d'à peu près 10 minutes pour prendre une autre bière. Hein, Léonie? Ou Virginie, une petite bière avec ça? OK, on revient dans 10 minutes. OK, on est rendu à la troisième partie de notre concours. 180$ pour ma thèse en 180 secondes. Et on est rendu au moins aussi à notre troisième bière. Hein, les gens qui nous écoutent sur CFTV ne le réalisent pas, mais à toutes les fois qu'il y a une coupure, on s'en va consommer de l'alcool et ça a un effet sur notre jugement. Et d'ailleurs, en parlant de jugement, on a nos juges qui reprennent leur place. Et ils vont mettre leur truc à l'envers. Alors, voilà, c'est terminé avec la pizza. Et on va y aller avec notre... avant de passer à notre troisième concurrente, j'aimerais savoir s'il y a des gens qui ont discuté de nos trois thèmes socio-politico-philosophiques de la soirée. Est-ce qu'il y en a qui seraient bons pour se lancer, pour répondre à une de nos trois questions? Moi, il y en a une qui m'intéresse particulièrement, c'est la deuxième question. Est-ce qu'on est nécessairement un nerd quand on fait un doc ou une maîtrise? J'aimerais ça. Est-ce qu'il y a des gens qui disent que oui? Il faut nécessairement... Oh, on en a une. Viens me voir ici. Viens me voir ici, tu trouves? Viens me voir ici. Alors toi, tu dis que oui, on est nécessairement un nerd quand on fait ou un doctorat. Explique-nous donc ça, pourquoi? Ben parce que moi, j'en suis une. Toi, tu fais un doc ou une maîtrise? Un doctorat. Un doctorat. Et t'es au CFN, hein, si j'ai bien compris. C'est quoi ton nom déjà? Emeline. Evelyne. Emeline. Oui. D'accord. Et donc, tu te sens nerd intérieurement, là? Ben, je me sens, c'est que j'en suis une. Tu en es vraiment une. Qu'est-ce que ça... C'est quoi la caractéristique principale d'un nerd? Moi, dans mon cas, c'est que j'utilise un modèle de végétation et je fais que de l'informatique tout le temps. Je code. Ok, donc tu es toujours devant ton ordinateur. Tu as le profil typique du nerd. J'ai pas fait de terrain pendant mon doctorat et je ne fais que de l'ordinateur. D'accord, bon, ben merci pour ce commentaire. Objection, ici, objection. Bon, quelqu'un, bien sûr, c'est André de Rocher qui s'objecte, c'est pas vous. Alors, je suis un nerd sceptique aussi. Non, sans blague,
Mais mon objection est la suivante. On observe quand même beaucoup de gens qui sont collés à leur écran d'ordinateur, de nos jours, les jeunes en particulier. Pourtant, plusieurs de Pas nécessairement ceux-là ne sont pas des nerds. Alors, comment réagissez-vous à cette objection? Difficilement. Non, bah après, je pense que tu t'es. Enfin, j'ai peut-être pas très bien compris la question, hein, mais à partir du moment où tu développes des techniques qui sont quand même pas mal informatisées, je pense que tu peux être considéré comme. Après, ça dépend aussi de ta définition du nerd, hein, mais. C'était ma question. Comment on définit le. Ben, vas-y donc, monsieur, comment tu définirais ça? C'est toi qui as lancé la question. Oh! Je m'attendais pas à ça. Ben, pour moi, un nerd, c'est quelqu'un qui intellectualise tout. Qui, dès qu'il y a un problème à quelque part, intellectualise tout. Puis, c'est quelqu'un qui a quand même des difficultés sociales. Ah, ok. Là, on est sur une piste, mais Oh, intellectualiser. André, ton micro, André. Ok, mais là, ça nous ramène à la question, c'est quoi intellectualiser? Intellectualiser, c'est se poser des questions, c'est toujours chercher à répondre à ces questions sur Internet ou dans des bouquins. Et donc, plus tu passes de temps dans tes bouquins sur Internet, moins tu développes des habiletés sociales. Donc, tout ça va ensemble, non? OK, donc on a une objection. Ah, on a quelqu'un derrière qui veut intervenir. Viens nous trouver en avant. Non, viens nous trouver en avant. Tu veux intervenir, viens en avant. Personne en stand-by, là. T'avais-tu d'autres commentaires sur ça? Non, mais j'ai pas de problème social. Il n'y a pas de problème social, donc c'est pas de vrai. Et on avait un commentaire derrière, là. Attends, juste un commentaire. Est-ce qu'on est nécessairement un quand on fait un doctorat ou une maîtrise? Non. Non, Mais pour il dit le non. réussir, t'as intérêt à l'être. Ah, ok. Donc, si on fait une maîtrise ou un doctorat, on n'est pas nécessairement un nerd, mais si on veut réussir, il faut être un nerd. Donc, tous les gens qui n'ont pas réussi leur doc ou leur maîtrise, finalement, ne sont pas nécessairement des nerds. André, d'accord? Oui, si tu permets. Oui, vas-y, Bon, vas-y. juste pour. Moi, je pense qu'il y a une question de génération là-dedans. Dans les années 60, 70, 80, quand tu faisais une maîtrise à un doc, tu étais carrément un nerd, mais maintenant, en tout cas, j'ai un bémol. Je dirais que la fonction statistique entre la nerditude et la série temporelle en fonction des années, si on veut, doit probablement avoir tendance à baisser, en tenant comme constante, évidemment, le niveau d'éducation. On voit qu'André, lui, C'est un vrai nerd. moi, je voudrais dire qu'André, c'est un vrai nerd. Tu te considères-tu comme un nerd, André? Oui, évidemment, et j'en suis fier. Il est fier, c'est la revanche des nerds. Toi, Nelson, est-ce que tu te considères comme un nerd? Oui, je l'assume. Et tu l'assumes. Et toi, Louis? Est-ce que le mot nerd existait quand tu as fait ton doctorat? Moi, je suis un pathologiste. Ah, il est pathologiste, lui. Il s'intéresse qu'aux pathologies. OK. Bon, alors, on va continuer. On revient à notre sujet principal. Hein. C'est notre concours 180 pour ma thèse en 180 secondes. Et on va accueillir notre troisième concurrente. C'est Virginie. Et là, ça va me prendre ma petite feuille pour bien dire son nom, parce que c'est pas un nom facile. Virginie Van Landegem. C'est bon, c'est bon? Virginie qui est bien. Approche-toi. Tu viens de où déjà? Mon père est belge. Ton père est belge et ta Ouais. mère? Québécoise. Ah, beau mélange, beau mélange. J'ai toujours pensé que les Belges et les Québécois allaient bien ensemble. Alors, on va se préparer, on va se mettre à l'autre bout de l'écran. André va faire son cadrage. Et alors, et Natacha va préparer son chronomètre. Et je vais te laisser le micro. Et tu dis à Natacha quand tu es prête. Et Natacha te dit quand elle est prête, mutuellement, de concert. Allez-y. Est-ce que tu mets ma diapositive? Ah, ben oui. Et là, on voit l'effet de important, là, la mais- mer qu'on a pris entre les deux présentations. Il Il y a descend dans des le fond? choses qu'on oublie. Oui, jusqu'à zéro. Alors, la diapositive de Virginie, Pas c'est, grand-chose. Là. donc c'est un PDF et voilà, ça s'ouvre bien. Et je vais faire affichage plein écran et je vais redonner le micro à Virginie. Voilà, à toi de jouer. Bon. Quand t'es prête. Go! Bonjour à tous. Bon, je vous présente ici un apprenti pilote. On va le nommer Jeff. Jeff, il a beaucoup de connaissances, il est prêt à piloter, mais son instructeur, il veut quand même savoir comment il va réagir, puis c'est quoi les risques qu'il y a face à différentes situations. La meilleure situation pour ça, ça serait de faire un test réel. Donc, allez, vole, on va te mettre d'autres avions en combat, etc. Mais on peut se dire que c'est quand même très risqué et aussi très complexe.
Donc, c'est pourquoi qu'en aviation, on utilise souvent des simulateurs. Donc, on va placer les vrais individus dans des milieux virtuels qui représentent en fait des réalités possibles qui peuvent s'offrir à l'individu. C'est exactement ce concept-là d'individu dans un milieu virtuel afin de représenter la réalité, puis pour que ça soit plus simple aussi à étudier, que j'utilise dans mon projet. Ici, on voit un beau caribou forestier. On va le nommer Rudolph. Leur population au Québec a été déclarée comme vulnérable en 2005. Depuis, leur conservation est un enjeu vraiment important, en fait, car la protection de son habitat principal, en fait, essentiel, la forêt de conifères mature, est aussi extrêmement utilisée pour l'exploitation forestière, d'où le conflit entre les deux. D'un côté, l'idéal, ça serait de protéger entièrement l'habitat du caribou, mais c'est pas possible puisqu'il faut également concilier l'exploitation forestière. Donc, dans le but de trouver un juste milieu, comme dans le cas de Jeff, l'idéal, ça serait de prendre Rudolph et ses compagnons, de faire des types de coupes différentes et de voir qu'est-ce qui arrive. Si on fait ça, ça va être long, puis probablement qu'on va cracher comme Jeff en avait. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut reprendre la simulation. Donc, dans mon cas, je ne peux pas prendre des caribous et les mettre dans un simulateur. La manière qu'on va fonctionner, c'est à partir des données télémétriques des vrais individus, des caribous et ainsi de leurs prédateurs. On va les virtualiser en quelque sorte afin qu'ils représentent le plus la réalité, puis on va les disposer dans différents scénarios d'aménagement qu'on peut tester pour voir l'effet sur les populations. Ainsi, on va avoir une piste de solution vers une conciliation aménagement forestier et protection du caribou. Mais il faut garder en tête que c'est seulement des pistes et non la réponse absolue. Puis d'un autre côté, pour terminer, on peut considérer une petite victoire la semaine dernière avec l'élaboration d'un aire protégée de 10 000 km² dans le nord du Québec dans le but de conserver le caribou. Virginie. Alors voilà pour la présentation. Alors nos juges vont réfléchir un peu. On va se tasser un petit peu pour André qui a discuté un décodage. Alors, vous savez que vous avez remarqué sans doute qu'on a 3 juges blancs, masculins. Moi, je suis gris. Alors qu'aujourd'hui, on cherche souvent à faire des comités, des conseils d'administration paritaires. Hein. Et alors, on avait pensé ce soir, comme on n'a pas réussi à trouver de juge féminin, on a demandé à Nelson s'il ne voulait pas se déguiser en fille. Puis Nelson n'était pas très chaud à l'idée. Ensuite, on a pensé à André, on s'est dit André pourrait se déguiser en fille, mais André, la parité dans les comités, puis la discrimination positive, c'est vraiment pas son fort, donc on a laissé tomber André. Après ça, Louis, on s'est dit que ça prendrait beaucoup trop de temps à déguiser Louis en fille, donc on a laissé tomber. Alors c'est pour ça qu'on se retrouve ce soir avec un jury principalement blanc et masculin. Ça va, André, commentaire? Et de plus de 25 ans. Un commentaire de nerd. En analyse combinatoire, on est 3 personnes, une chance sur 2, la loi binomiale, c'est une chance sur 8 d'avoir finalement un comité comme ça. C'est pas si bas que ça comme. Donc si on choisit ça au hasard, on a quand même pas la possibilité d'avoir un jury uniquement masculin. OK, est-ce qu'on est prêt à émettre nos commentaires? Nelson, André, Louis. Nelson est prêt. Ah ouais. Pendant que Louis réfléchit encore. D'abord, Virginie, je te félicite. J'apprécie particulièrement ta diapositive. Oui, elle a piqué ma curiosité dès le début et je cherchais le lien, mais vers où on s'en va. Et ça, j'ai vraiment trouvé ça stimulant. Intellectuellement, j'essayais de comprendre là, quel était le lien entre ce pilote et puis ce caribou forestier. Et là, rapidement, tu as fait le lien entre les deux, puis ça s'est comme éclairé dans mon esprit. Alors j'ai aimé ça parce que ça a vraiment gardé l'intérêt très très haut. J'ai apprécié ton enthousiasme. Visiblement, tu es passionné par ce sujet, tu as bien communiqué
ton projet. On n'a pas eu beaucoup de détails sur le projet comme tel. C'était plutôt le contexte, la grande approche. C'est peut-être un élément, une piste d'amélioration que je suggérerais si tu avais à refaire cet exercice-là en 3 minutes. Et peut-être l'autre point, ta finale, la dernière phrase que tu as dite à la finale, personnellement, je l'aurais laissé tomber. J'ai trouvé que ta conclusion était parfaite jusqu'à ce que tu rajoutes ce petit point d'actualité, mais qui était un peu accroché à la toute fin. Donc, mais si j'oublie ça, ta finale était parfaite. Et je veux terminer en m'excusant auprès de mes parents. Je ne bois jamais de l'alcool quand je passe à la TV normalement. Tu passes souvent à la TV, là, ça? Alors, Louis? C'est pas grave, c'est la moussette. C'est plus caribou, ça, c'est thématique. Ben oui, ben oui. Alors, moi aussi, je te félicite, Virginie. Encore une fois, on a une personne qui nous amène une comparaison un peu inhabituelle. Donc, toi, tu as choisi les pilotes et son simulateur. Donc, moi aussi, ça a piqué ma curiosité au départ. J'ai bien aimé, justement, ta mise en contexte, en fait, des contraintes, en fait, de la contrainte majeure qui est liée au maintien des populations de caribous forestiers. Puis, je pense que tu as réussi à bien faire comprendre cette contrainte-là sans nécessairement, je dirais, attaquer notre propension à couper des arbres et les compagnies qui les coupent, là, parce que tu aurais pu le faire. Moi, contrairement à Nelson, par contre, j'ai bien aimé le fait qu'à la fin, justement, tu nous amènes, te lier ta présentation à un événement d'actualité dans ce domaine-là en particulier, donc l'annonce qui a été faite là, de réserver une portion du territoire donc, pour le maintien du caribou forestier. Alors, c'est intéressant que ça c'est normal, les juges peuvent avoir on réagit de façon différente à certaines choses. Par ailleurs, je suis quand même aussi, je suis un peu d'accord aussi avec, par contre, avec Nelson. J'aurais aimé, j'ai bien aimé ta mise en contexte. J'aurais aimé peut-être un petit peu plus de détails justement sur ton projet, mais évidemment, en 3 minutes, il faut faire t'as fait des choix. Donc au final, bravo et merci à toi aussi. Un autre commentaire? Oui, alors, là, je vais juste porter mon chapeau de juge. Donc, oui, bravo aussi pour l'effort. Et j'ai 4 points essentiellement. D'abord, je dirais le pot, après suivront les fleurs. Le français, la syntaxe, fait attention quand même de travailler la syntaxe, la nervosité, puis la bière, etc. Peut-être on peut aussi. Mais faites attention à ça. Mais pour le positif, quand même, la diapositive, d'emblée, c'est clair que c'est un point fort, sinon le point le plus fort de ta présentation. La diapo ne nous distrait pas. Elle nous embarque tout de suite dans ton projet dès le départ parce qu'elle suscite notre curiosité. Donc ça, c'est vraiment un point très fort. Maintenant aussi, je pense que tu as vraiment bien amené le thème de faire des simulations. Pourquoi on doit faire des simulations? Ça, c'est vraiment bien amené. Mais par contre, je me lie aussi à Nelson dans le fait que c'était général et il aurait fallu peut-être l'approcher un petit peu plus de ton projet particulier à toi. Pas juste faire une défense ou une explication de c'est quoi une simulation en général, du moins dans le concept de l'écologie, dans le contexte de l'écologie. Puis pour terminer, je pense que ton commentaire final, effectivement, ne laissait aucun d'entre nous trois indifférent. Alors ça, je dirais, c'est la qualité de ton commentaire final. Il ne laisse pas indifférent. Mais encore une fois, je me relais à Nelson. Moi, je ne l'ai pas aimé parce que ça donne l'impression que ta conclusion est déjà tirée avant même ou pendant que tu fais ton étude doctorale. Et ça, ça peut être dangereux. Ouais, maîtrise, pardon. Pour la défense de Virginie, elle a su samedi ou dimanche qu'elle va participer au concours. Est-ce qu'on a des questions dans la salle sur la simulation caribou? Oui, est-ce que tu as une question? Oui, on a une question. Léonie, est-ce que tu veux prendre encore le micro? Oui, les gens du Lac-Saint-Jean étaient habitués. Tes simulations, tu les fais sur différents types de coupes. Est-ce que type de coupe, genre coupe par bande, progressive, avec des séparateurs, ou c'est ça? Ça tombe bien, on travaille ensemble là-dessus. OK. En fait, les scénarios de coupe, ça a été déterminé sur différents pourcentages de perturbation qui varient de
aucune coupe en fait jusqu'à 65-75% de coupe. Sur le territoire, notre paysage c'est 5000 km². Puis après, ça va varier par rapport à la disposition des coupes, en fait, soit qui sont regroupées en grands secteurs ou plutôt en mosaïque. Donc, on a en mosaïque regroupé en très grandes agglomérations et regroupé en petites agglomérations. Okay. Merci. Oui, tu avais une question? Oui, ben moi, je suis pas je suis pas nul, je suis pas nul en modélisation, mais donc j'imagine c'est que quand tu fais ces modélisations-là, tu as accès aussi à des données, tu mentionnais, vous avez des données de télémétrie de caribous et vous connaissez, j'imagine, les environnements dans lesquels ces caribous-là évoluaient. Peux-tu juste peut-être élaborer un petit peu là-dessus? En fait, il faut monter notre simulation, en fait. Le niveau environnement, c'est fait, c'est des shapefiles, en fait, des cartes qu'on construit. Puis après, il faut valider le modèle par rapport au déplacement. J'ai inclus aussi le loup et l'orignal dans tout ça. Mais on fait des SSF, en fait, c'est des Step Selection Function, fait que c'est des probabilités qu'un caribou ou qu'un individu aille à un endroit selon certaines caractéristiques. Les caractéristiques qu'on a décidé d'inclure, c'est le type d'habitat, qui a été reclassé en 11 types. Puis après aussi la distance à la route, puisque les individus ont tendance à se relocaliser selon la route. Par rapport à ça. C'est assez typique de ce qu'on fait au laboratoire de Villefortin. Ouais, pas mal. C'est ça? Oui, en fait, moi, ça éveille quelque chose en moi. On l'a mentionné au tout début, on m'a présenté en disant que j'avais des adolescents, dont un... Non, on ne peut pas présenter. Oui, on a dit ça quand on m'a présenté, dont un qui adore jouer aux jeux vidéo. Et je me demandais, dans le fond, quand vous simulez dans le fond le comportement des caribous, c'est un peu comme si on avait un jeu vidéo, puis que les personnages qui sont là, avec qui le joueur interagit, bougent, prennent des décisions, mais c'est en fonction d'algorithmes déjà tout prévus. C'est un peu ça, dans le fond, vous programmez. Ouais. Si j'ai bien compris ce que tu as fait, là. Oui, mais dans le fond, il y a plusieurs paramètres possibles à intégrer par rapport au déplacement de l'individu. Nous, c'est spécifiquement à la régression logistique, en fait, du type d'habitat des apôtres, mais on pourrait aussi inclure est-ce qu'il est déjà allé à cet endroit-là, est-ce qu'il y a un prédateur, est-ce qu'il y a d'autres caribous, etc. Fait que vraiment, ouais, c'est un peu un jeu vidéo qu'on construit. Puis qu'après, leur comportement, en quelque sorte, va changer selon l'environnement qu'ils sont dans. Donc la prochaine étape, c'est d'appeler Ubisoft. Il y a à peu près 5 et 10 000 caribous forestiers, hein, c'est ça? Ouais. On en veut combien et pourquoi? J'avais dit que 180 secondes, c'est rien. Si je me rappelle mes souvenirs, l'objectif du plan de rétablissement du Québec est à 11 000. Pourquoi? Après, c'est par rapport à calcul à une densité qui est comme voulu par rapport à la superficie de répartition. OK, ma deuxième question, c'est qui ont? Deuxième question. On en veut combien? Non, il est ouvert ton cas. Donc, je posais la question, on en veut combien et pourquoi? Et la deuxième question, sous-question, c'est qui ont? Je ne veux pas que tu me répondes, c'est le comité de rétablissement. Tu veux me répondre autre chose que ça? Je comprends. Pierre va répondre. Vas-y. Pas besoin de réponse, Père Noël. Ben, la question aussi, c'est qui décide des quantités et avec André, on est toujours dans les questions, savoir est-ce que c'est arbitraire ou c'est pas arbitraire. Et donc, la personne qui pose la question, c'est tout à fait arbitraire, pourrait probablement décider de tout autre chiffre. Je pense que c'est ça le fond de la question. Non, c'est une question honnête, sérieusement. Je ne veux pas te coincer. C'est une question à laquelle je n'ai pas la réponse, si ça peut t'aider. Fait que si tu n'as pas la réponse, on va être deux au moins. Oui, que ce soir, en fait, c'était pas une pratique pour le 180 secondes, c'était une pratique pour votre soutenance. Ou pour votre séminaire de maîtrise. Mais je pense, le 11, j'ai pas de réponse à ça, mais en fait, c'est le personnel qui compose des comités qui prennent les décisions, en fait. Mais je pense que la quantité, ça va être basé sur plusieurs études. Puis entre autres ici, c'est comme des sous-populations semi-isolées, fait que ça va aussi dépendre de la quantité
de caribou qui permet la viabilité de la population, en fait. Moi, j'ai une question philosophique pour les juges. Est-ce que vous croyez à ça, la simulation informatique, avec des modèles, d'individus? Oh, oui, anonyme ici. Il y a André qui se mord, vraiment. Est-ce que tu vois ça, toi? J'y crois énormément. Ben oui, ben, je pense que c'est des simulations. Le problème, c'est que les gens pensent qu'on peut avoir une boule de cristal avec ça. Moi, je ne crois pas à ça. Mais je crois que les simulations sont un outil d'apprentissage extraordinaire. Je pense qu'il y a rien de controversé à ce que je dis là. Le type de modèle que j'utilise, l'IBM, est basé sur l'individu. En fait, c'est un modèle qui est utilisé dans plein de départements, plein de disciplines qui n'ont aucun lien ensemble. Par exemple, ça peut être utilisé dans la science sociale seulement pour prendre des décisions. C'est le même comme paramétrage en quelque sorte, mais c'est juste d'autres paramètres qui sont utilisés où ça ne sera pas des caribous mais des humains, puis que leurs décisions ça va être selon d'autres contraintes. Puis ça peut être aussi dans la médecine pour la propagation de virus, etc. C'est pleinement utilisé. Fantastique. Alors, voilà, on a terminé avec notre troisième candidate. On applaudit Virginie. Et on va donner un gros 5 minutes à nos juges pour délibérer et on revient. Temps de reprendre 3 bières. Ah non, c'est je pense qu'il est Intéressant. Comment ça va remplacer? Non. Tu peux faire des intercalés. Ça sort aussi? Elle fait ça là? Non, elle finit. C'est beaucoup déjà. Au Canada, on est le genre À 20 avril, je suis exprimé à l'annonce. La tendance est on va être ici jusqu'à 2 heures du matin. Alors, il y a Louis qui va être ici jusqu'à 2 heures du matin. Alors, on a mis un peu de pression sur notre jury pour qu'il arrive à un verdict. Je vous rappelle, aux gagnants qui se voient se mériter 180 et aux 3 participants qui ont droit à une bière gratuite payée par nos 3 juges. Et je rappelle à tout le monde qui est ici ce soir qu'on a une table de billard à côté, on a un baby-foot. Alors, si vous ne voulez pas partir tout de suite, on va aller s'amuser un peu. Je mets n'importe qui au défi de venir me battre au billard. Alors, notre jury est arrivé à un verdict. Je pense que les délibérations ont été un peu compliquées. Ça a pris plus de temps que je pensais. Et donc, on va demander aux vétérans de notre jury de nous dire à quoi ils en ont arrivé comme conclusion. Bon, alors, effectivement, il y a eu des délibérations et plusieurs discussions assez intenses parce que, d'une part, on a trouvé qu'on avait 3 présentations très intéressantes et nos classements étaient assez proches, étaient très proches les uns des autres entre les 3 candidats. Donc, intense négociation, je ne dirais pas d'âpres négociations parce que nous sommes justement des vétérans, nous sommes de la collégialité. De collégialité, nous sommes rompus à cet exercice presque festif. On a donné de 110%. Mais il fallait quand même en arriver à un classement. Donc, en 3e position. En 3e position, donc on a classé Virginie. Et notre gagnant est donc... Parce que si tu donnes la 2e position, automatiquement on sait gagnant. Mais on préfère avoir le nom du gagnant. Donc le gagnant est... La gagnante, dans ce cas-ci, c'est le gagnant qui est Boris. Alors Boris! Bravo Boris! Bien trouvé à la main. On va demander à lui aussi. On va demander à lui de dire à l'avant aussi. On a un beau chèque. Et comme je disais, ça a été très serré oui. quand même. Donc encore une fois, félicitations aux 3 candidats et merci d'avoir pris part à l'exercice. Et dans le cas de... c'est Boris, je sais qu'il va sur le tour, je pense demain même au Cameroun, mais dans le cas des autres candidates qui est encore à la maîtrise, j'espère qu'on vous reverra parce que franchement, là, vous avez éclaté. Oui, on félicite Léonie et Virginie qui ont participé à
notre concours. On invite lui à venir remettre son prix à notre gagnant. Tiens, un beau chèque du CEF. Et on va demander à quelqu'un de prendre une photo. Nelson, peux-tu aller nous prendre une photo avec ton appareil photo? Alors, un beau sourire, hein, les Camerounais sourient pas beaucoup sur les photos d'habitude. On sourit. Voilà. On va mettre ça dans Facebook demain. Alors écoutez, ben, merci tout le monde. Hein, merci d'être venu en grand nombre à ce concours. Et on vous promet qu'on va le refaire l'année prochaine. Alors on vous invite désormais tout de suite à la 3e édition du concours et du party de Noël du CEF qui aura lieu l'année prochaine. Alors à la prochaine et à l'année prochaine. Vous pourrez revoir ce concours sur CEF TV la semaine prochaine, probablement. Oui, alors, donc merci Pierre d'avoir encore animé l'événement. Même si tu n'as pas la voix de Fred Savard, c'est pas grave. Merci à nos juges, Louis, Nelson et André qui se sont portés volontaires avec enthousiasme, 10 sur 10 pour l'enthousiasme de nos juges. Merci beaucoup. À l'année prochaine.